Merci. La parole est à Philippe Gosselin pour le groupe UMP. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. La fin de vie est une question qui évidemment intéresse chacun d'entre nous. Nul ne détient la solution, la réponse absolue. Un savant mélange d'aspects juridiques, éthiques, qui fait aussi appel aux convictions, aux valeurs, mais aussi très souvent aux doutes finalement. Soyons donc à l'écoute des souffrances, des plaintes. Ne manquons pas d'humanité, mais ne manquons pas non plus d'humilité sur un tel sujet. Méfions-nous des projecteurs qui sont braqués régulièrement sur tel ou tel cas particulier. Je pense à Chantal Sébir, Vincent Imbert, mais plus proche de nous aussi à Vincent Lambert, ballotté entre le Conseil d'État, la Cour européenne des droits de l'homme et sa famille déchirée. Ce sont des situations fortement médiatisées qui ont suscité bien sûr des vagues d'émotions, qui ont suscité en retour des initiatives qui visent à modifier notre législation sur la fin de vie. Nous évoquions celle dont le député Valls en son temps fut rapporteur. Nous évoquerons la semaine prochaine celle du groupe des Verts. Entre ces propositions, Claes-Leonetti, celle de la semaine prochaine et d'autres, c'est un test sans doute pour voir comment la majorité pourrait gérer un certain nombre de contradictions. Mais je ne cherche pas à cliver, je ne cherche pas la polémique. Je crois que nous devons nous rassembler et rester sereins sur cette question qui forcément peut déclencher des passions. Pour ma part, je reste très attaché, et je le salue évidemment dans cet hémicycle, à la loi Leonetti de 2005. C'est une loi qui me paraît équilibrée, qui vise en effet à prendre en compte l'ensemble des situations de fin de vie en proscrivant l'obstination déraisonnable. Elle autorise déjà l'arrêt des traitements dans l'intention de soulager, même lorsqu'une telle interruption, vous le savez, risque d'abréger la vie du patient. C'est ce qu'on a appelé la doctrine du double effet. Elle prévoit aussi déjà une sédation d'accompagnement encadrée. Cet attachement à la loi Leonetti a été rappelé par le professeur Sicard dans son rapport de 2012, par le CCNE en juin 2013. Dès lors, et parce que c'est une loi équilibrée, il me semble que ces dispositions qu'elle prévoit, les mesures qu'elle autorise, doivent être pleinement appliquées. Et c'est là que le bas blesse. Nous en sommes loin, en effet, 7 ans après l'adoption de cette loi, réellement appliquée, 10 ans après son adoption. Force est de constater que la connaissance de cette loi a encore du chemin à faire et nous le savons tous. Il faut absolument développer les soins palliatifs, faire des soins palliatifs une grande cause nationale qui bénéficierait enfin de véritables moyens et pas simplement comme on le voit aujourd'hui. Et je souhaiterais que ça soit une grande cause nationale à l'instar du plan cancer, par exemple. Notre pays, vous le savez, accuse un retard considérable. 8 Français sur 10 n'ont toujours pas accès aux soins palliatifs et les chiffres qui ont été cités par notre collègue Fraisse tout à l'heure sont évidemment éloquents. Nous devons garantir un égal accès pour tous aux soins palliatifs sur l'ensemble de notre territoire, ce qui est loin d'être le cas. Il faut bien sûr des moyens, des lits supplémentaires, des moyens supplémentaires en faveur de la formation initiale ou continue. Il faut aussi renforcer plus largement cette culture du soin palliatif. Il faut enfin sensibiliser nos concitoyens à la possibilité déjà ouverte par la loi, mais qu'ils ignorent le plus souvent, de rédiger des directives anticipées. 2,5% de nos concitoyens seulement le font, ce qui est évidemment très insuffisant. Alors il faut sans doute revenir sur ces éléments de directives anticipées, peut-être mieux les faire connaître. Et je m'interroge sur l'opportunité, en tout cas, de modifier le régime qui leur serait applicable et les rendre impératives, les rendre opposables. Bien sûr, comme nos collègues Claes et Leonetti, je constate que nos concitoyens n'utilisent pas la possibilité de ces directives anticipées, mais j'y vois là sans doute une difficulté semblable à celle que nous rencontrons avec le don d'organes. Peu de personnes pensent à indiquer de leur vivant à leurs proches s'ils sont favorables ou non au don d'organes. Au fond, j'ai le sentiment que pour la fin de vie comme pour le don d'organes, il est difficile de se positionner de son vivant parce que cela implique de se positionner dans sa propre mort. Et sans doute, Eros est-il plus sexy, si je puis dire, que Thanatos. Pourtant, il faut communiquer sur l'intérêt de ces directives anticipées, mais en même temps ne pas enfermer l'équipe médicale dans un veto absolu, lui laisser de l'autonomie. Et puis, quel poids ferions-nous peser sur le tiers de confiance qui se verrait confier le précieux message ?
Voilà, des interrogations sur l'opposabilité, sur le caractère contraignant de ces directives. Et puis, gardons aussi en tête l'ambivalence du malade. Il est toujours très facile d'avoir des points de vue lorsqu'on est bien calé dans son fauteuil, qu'on va bien. Et les points de vue peuvent être différents avec une fragilité psychique, physique, psychologique lorsque la maladie vous atteint. Et puis, quelques mots, enfin, sur la sédation profonde et continue en phase terminale. Je m'interroge, là aussi, la vocation de soulagement, d'apaisement initial ne risque-t-elle pas de glisser vers une forme d'euthanasie? C'est une interrogation. À plus forte raison si l'alimentation et l'hydratation sont arrêtées. À plus forte raison aussi si la loi présume le consentement des personnes hors d'état d'exprimer leur volonté. Oui, prenons garde à ce que cette volonté de prendre en compte le cas par cas ne glisse vers un droit général et que ce glissement nous emmène finalement à penser que la loi pourrait tout résoudre en oubliant les cas singuliers de chaque vie. Alors bien sûr, il n'est pas question à ce stade de légalisation de l'euthanasie, mais prenons soin, évidemment, et bien sûr, il n'y a pas d'ambiguïté, mon cher Jean Leonetti, mais prenons garde à la rédaction retenue pour que les mots ne dérapent pas. En tout cas, et en conclusion, je me réjouis qu'à ce stade, peut-être la semaine prochaine, aurons-nous un autre débat avec nos collègues des Verts. Sûrement, sans doute, chers collègues, à ce stade, évidemment, je me réjouis que le suicide assisté ne figure évidemment pas dans ce texte. Ça serait une ligne blanche, un chiffon rouge, évidemment, et pour tout dire, une sortie de route qui serait tout à fait inacceptable. Efforçons-nous, en conclusion, de promouvoir une culture de vie du début jusqu'à la fin. L'équilibre de la société dépend aussi de la place que l'on accorde aux plus faibles, à l'accueil que nous faisons à la mort, et la question est de savoir si nous voulons une société solidaire, y compris à la fin de la vie, ou bien une société qui abandonne celui qui souffre. Vous avez compris que je fais le choix de la solidarité et évidemment de l'accompagnement de la souffrance. Nous sommes prêts, en dernier mot, à rester dans l'unité, à trouver un bon équilibre, mais pas à n'importe quel prix. Vous l'avez compris aussi. Et gardons, c'est mon dernier mot, Madame la Présidente, gardons toujours à l'esprit qu'il faut avoir la main tremblante sur ces questions de société et que, comme Jean Bodin, nous affirmons qu'il n'est de richesse que d'hommes.